vérifie que le live s'est bien lancé. Mhm. Ça a l'air. Ouais, on est en ligne. Excellent. Chers amis, bienvenue sur Industrial Growth. Vous êtes en direct sur LinkedIn, sur YouTube. Bienvenue à tous ceux qui peuvent nous rejoindre. Je sais que l'horaire, on était en train d'en parler avec Marc. C'est toujours compliqué de choisir un horaire pour ce genre d'événement. Il est 13h. Si on vous attrape à la pause déjeuner, vous faites comme si vous étiez en train de regarder le JT. Mais cette fois, il n'y a que des bonnes nouvelles. C'est ça le C'est concept. ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Marc Acoto de la société Otem. Marc, ravi de t'avoir parmi nous. Je te laisse peut-être te Ben, présenter pour démarrer. ouais, non, merci pour l'invitation. Et puis, comme tu dis, ça fait une bonne pause café, tu vois, avant d'enchaîner l'après-midi. T'as le gilet orange là, t'es où? T'es sur site là pour le coup? T'es un Bah, vrai. écoute, Tu fais pas semblant toi. j'ai une mise en service en ce moment. Bon, ça tourne, hein, mais il fallait que je sois présent au cas où. Donc, Ok, juste après, là, je vais enchaîner, c'est pour ça. ok, je t'ai attrapé entre, au moment d'une mise en service quoi. Ouais, comme quoi, ça se fait bien, écoute, d'avoir des petites discussions. Donc, pour me présenter rapidement, donc, Marc Acoto, je suis ingénieur art et métier, donc Gazar pour ceux qui connaissent. Je vis à Fribourg en Suisse et je dirige l'entreprise Otem, Ok, qui est ce qu'on appelle un intégrateur de systèmes automatisés. Je ne sais pas si certains connaissent, mais voilà. bah, tu vas On nous en dire un intervient. peu plus. C'est ça. Intégrateur de système automatisé, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans les usines? En fait, on va automatiser les machines ou bien automatiser des décisions. Enfin, j'aime bien dire ça parfois. Tu utilises la data ou des technologies digitales Ok. pour apporter soit des informations ou bien des processus automatisés qui vont faciliter la vie aux industriels. Ok, donc dirigeant d'une société qui s'appelle Otem, on en parlait avant, tu es un peu un électron libre, hein, c'est pas une grosse société, mais ce que tu fais, tu fonctionnes beaucoup en réseau, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est une petite équipe, mais par contre, on a tout un réseau là de partenaires autour de nous, notamment les Factory Automation Insiders qu'on peut présenter aussi et dont je fais Là, j'en vois partie, un toi qui vient de aussi. nous rejoindre, là, Rachid. Rachid vient de nous rejoindre. Salut Rachid. Hello. Donc voilà, c'est un petit réseau voilà, d'acteurs techniques quand même, même si aujourd'hui on va parler un peu vision, business, philosophique, mais à la base on est tous des faiseurs, comme on dit. Hmm. On aime bien mettre la main dans le cambouis, on vient tous de formation et d'expertise technique. Et après, ben, l'idée c'est fonctionner en réseau, donc travailler à plusieurs sur des projets ensemble, de manière à ce que chacun puisse apporter son expertise. Voilà. Alors moi, j'ai rejoint ce groupe, bon, c'est pas le sujet du podcast, mais j'ai rejoint ce groupe, je crois, sur l'invitation de Rachid. Je vois qu'il y a aussi Khaled, salut Iman, Johan. Bon, il y a du monde qui nous rejoint. Donc ça, c'est l'effet Et insiders. Et moi, ce qui m'intéressait, tu vois, parce que je suis pas ingé, je suis pas du tout un faiseur comme vous pouvez l'être, mais par contre, je trouve vraiment sympa de pouvoir parler, bon, s'inspirer, s'imprégner de gens qui ont les mains dans les machines tous les jours, quoi. Là, c'est des choses qui deviennent intéressantes, quoi. Marc, je t'ai invité aujourd'hui, au-delà de ton métier, de ce que tu fais dans les usines. Je pense que tu as un point de vue qui est intéressant, puisque tu es en plein dans l'industrie 4.0. Tu es là pour automatiser des machines, tu implémentes, tu installes ou tu déploies des systèmes d'aide à la décision. Donc j'imagine qu'on parle de data, qu'on parle de technologies qui sont relativement à la pointe. Ce qui m'a un peu poussé à t'inviter aussi, c'est que tu as lancé une série de posts sur LinkedIn. Il faut dire aussi, et ça tu es modeste, mais moi je le dis, tu es très suivi sur LinkedIn, tu es très suivi sur YouTube. On en parlera à la fin du podcast. Plus de 7500, je crois, abonnés sur ta chaîne YouTube. Ça aussi, j'ai besoin que tu nous en parles pour que tu nous donnes ta recette. avec Donc, plaisir. l'idée, c'est que tu as lancé un hashtag qui m'a beaucoup interpellé, parce que je pense que tu as, en tout cas pour moi, tu as visé juste Conscious Tech Matters. Qu'est-ce que ça veut dire, ce hashtag? Qu'est-ce que tu voulais faire passer ou qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers cette bannière-là que tu as lancée sur LinkedIn? Hmm. Ben, la bannière Conscious Tech Matters, déjà si on doit donner des droits d'auteur à quelqu'un, c'est à ma femme parce que c'est elle qui a trouvé le terme. Ok, bon, merci Donc Madame Makoto alors. pour les royalties, il faudra voir Les avec elle. royalties, ok. Mais l'idée derrière ça, simplement, c'est que je vais boucler bientôt mes 10 ans dans l'industrie. Et en fait, cet été, je me suis amusé à faire une petite relecture, comme on fait Mhm. souvent. Et ce que j'ai constaté comme un des freins qui revenait à chaque fois, c'est le fait que les décisions liées au choix des technologies, c'était souvent pris soit par habitude, en suivant des opinions ou par contrainte,
mais tout sauf pour des raisons objectives. Et donc, je me D'accord. suis dit, ben, tant qu'à faire, si je dois me concentrer sur quelque chose, sur un nœud à dénouer pour les prochaines années, ça serait ce nœud-là. Donc, pour moi, à la fois côté business, mais aussi, pourquoi pas, en parler avec d'autres. Et je me suis rendu compte que c'est une thématique qui intéressait certains, d'où le fait de le publier sur LinkedIn. Alors, quand tu dis tout sauf des décisions objectives, moi, ça m'interpelle parce que, en général, enfin, en tout cas, moi, je vends aussi un peu de tech, même si c'est pas sur les machines, c'est souvent plutôt sur la partie front office. Euh, Il y a quand même des comités, il y a des gens intelligents qui se réunissent, ils montent des cahiers des charges, il y a des groupes de travail. Pourquoi tu dis ou pourquoi tu as ce sentiment que les décisions sont tout sauf objectives? Qu'est-ce qui t'amène Bah, à cette conclusion? hmm. Je pense, enfin, on peut donner plusieurs exemples là, au fil du live, mais si je dois résumer l'observation, après c'est une observation, et ça ne veut pas dire que c'est la vérité vraie, hein, chacun se fait son opinion, mais moi il y a une phrase que j'aime bien de Aristote qui résume un peu ce constat-là, c'est il dit l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Et en Ok. fait, les deux premières parties sont assez parlantes. L'ignorant affirme, c'est-à-dire souvent, par exemple, je vais pas être très au courant d'un sujet, ben, je vais simplement me baser sur les habitudes ou les opinions pour décider. Et, ou alors le savant doute, c'est-à-dire j'en sais un peu trop sur un sujet et donc ça Hmm. va me porter peut-être à hésiter un peu trop et donc finalement je vais décider sur la base peut-être des contraintes du moment. Mais dans les deux cas, je reste subjectif. Après, enfin, depuis que En fait, j'en parle là, ce que tu veux dire, c'est des biais, c'est des biais cognitifs ou des biais de prise de décision finalement qui ne sont pas forcément voulus, mais qui sont liés au fait que je suis peut-être un peu ignorant ou un peu trop savant. Et du coup, j'ai un biais dans la façon de prendre la décision ou le choix d'une techno, quoi. C'est ça que ça veut dire. c'est ça, exactement. En fait, le fait d'être subjectif, c'est quelque chose qui est complètement humain, Ouais. et j'ai envie de dire c'est la norme, alors que peut-être la majorité se disent non, mais on est objectif. Enfin, et donc l'idée là, c'était pas forcément de porter un jugement moral, hein, mais juste de rappeler dans quel monde on évolue, surtout dans l'industrie. Et puis, ben, dire que c'est une réalité, il faut faire avec. Il y a des cas d'école où ben, vous allez pouvoir prendre des décisions basées sur l'objectivité, et puis d'autres cas où ça va pas être possible, mais voilà, faut juste le savoir. Mais ça me plaît beaucoup parce qu'on entend souvent, surtout quand il y a des systèmes d'appel d'offres ou de RFQ, tu vois, où on veut prendre la Mm. décision la plus objective possible. J'ai envie de dire, c'est de la merde, en fait, de dire ça. Excuse-moi, je le dis très brutalement, mais oui, clairement, Ouais. Ah il y a ben, des décisions, surtout quand tu prends des décisions qui peuvent t'amener ou amener ta boîte à prendre des risques ou à faire ou à se mm. transformer. Je pense que les décisions qui conduisent à des transformations, elles doivent être tout peut-être sauf objectif. Tu as besoin d'avoir un parti pris fort peut-être, non? C'est aussi ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Enfin, il y a toujours un parti pris qui est lié, comme je dis, aux contraintes, aux opinions, aux habitudes. Tu parles des appels d'offres et je peux te citer un exemple là, une PME qui fait du recyclage de panneaux photovoltaïques, qui m'a envoyé un cahier des charges pour un appel d'offres. Et enfin, nous, au thème, on a rejeté directement le cahier des charges parce que de base, si tu veux, dans les spécifications, il partait sur des technologies que, enfin, moi, comme n'importe quel intégrateur, on sait que c'est déjà obsolète. Ouais, Donc d'accord. peut-être qu'il y a des gens qui vont répondre à ce cahier des charges-là, mais voilà, je leur ai dit tout de suite, nous, on ne pourra pas vous accompagner là-dessus, parce que dans 5 ans, vous vous mettez déjà une balle dans le pied. Donc, ouais, un appel d'offres de ce type-là, déjà sur le choix technologique, il est déjà obsolète, mais en Ouais. plus, derrière, tu auras d'autres enjeux, comme peut-être des affinités, enfin, bref. Ouais, des affinités avec certaines marques ou des pressions internes qui font que tu choisis tel techno, etc. Mm. C'est un vrai sujet. On a ce biais aussi des connaissances qu'on a, donc peut-être des barrières un peu qu'on peut avoir dans les obstacles justement à transformer un peu les usines. Quand on préparait ce podcast, tu m'as parlé des barrières traditionnelles versus les technologies modernes, quoi. Il y a des choses ou des façons de prendre des décisions qui sont un peu vieillottes ou qui sont un peu, je sais pas quel est le bon terme, mais un peu périmées. C'est ça aussi que ça veut dire? Bah, je sais pas si c'est périmé, parce que quand je discute avec, avec des personnes qui sont dans l'industrie depuis plus de 30, 40 ans, en fait, je me rends compte que c'est une constante. C'est pour ça que je dis que c'est la norme, tu vois. Ouais. Le fait d'être subjectif, le fait de résister au changement, c'est vraiment la norme, il faut le savoir. Un autre exemple, là, bah, l'usine où je suis en train de déployer là, la solution de performance en ce moment, bah, on a eu une grosse discussion autour de, justement, de ce changement-là, parce qu'ils ont mis en place, si tu veux, une modélisation de leurs données pour mesurer la performance.
Et donc, eux, ils fabriquent des tracteurs. Et ben, la manière de modéliser les données pour ce process-là, Mhm. on peut l'optimiser. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont exigé, hein. Ils ont dit au début, oui, on veut l'optimiser, propose-nous quelque chose. Et en fait, quand ils ont vu le changement que ça demande de mettre en place ce nouveau modèle, ils sont tout de suite revenus en fait en arrière en disant non mais partons sur un truc simple, ça va nous demander trop de changements. Et eux au moins ils ont reconnu que ça, voilà, c'est un gros changement, mais d'autres industriels peut-être vont juste rejeter le projet parce que c'est juste trop gros pour eux, ou ça demande trop d'investissement personnel, à la fois changer les process, changer les technos. Ouais. Donc pour moi c'est la norme, faut le savoir. Ouais, donc il y a des décisions qui sont souvent basées sur une forme d'habitude, sur une constante. On a toujours fait comme ça, on a toujours pris nos décisions de cette manière, on Mm. continue à faire nos choix technologiques un peu de cette façon. Sauf que là, aujourd'hui, on est quand même dans une époque où les choses vont super vite. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer justement cette prise de décision ou cette direction en allant vers la transformation un peu de son usine? Hmm. Comment on peut l'améliorer? Il y a à la fois des guidelines et puis peut-être des bons exemples. Moi, je pense déjà au fait de se former, parce que parfois, imaginons, je suis un acheteur pour une PME industrielle, je vais prendre des décisions sur des choix technologiques alors que j'y connais pas grand-chose, tu vois. Et même moi, en tant que spécialiste donc de l'ingénierie, parfois je vais aller me former sur des métiers que je connais pas. Par exemple, là, semaine dernière, j'étais dans l'est de la Suisse pour me former dans une boîte qui s'appelle Cefar, qui est Hmm. basée sur le lac de Constance, là, pour ceux qui sont déjà allés, à Saint-Gall. Et voilà, parce que le métier textile, j'y connais rien, mais j'interviens pour des PME textiles, donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'ils Ok. font pour pouvoir leur apporter la meilleure solution de l'ingénierie. Donc je pense que la première étape, c'est vraiment ça, quoi, se former, apprendre les bonnes décisions, quitte à savoir au moins les bases d'un domaine technique, quoi. Donc ça, aujourd'hui, on peut dire que bon, parfois des décisions sont prises par une forme aussi, alors je ne dis pas que c'est de la flemme, mais par un manque peut-être de mise à jour, de formation des connaissances pour tout un tas de raisons. On a le nez dans le guidon, donc je veux bien croire aussi que certains n'ont pas le temps d'aller, Mmh. compliqué parfois de sortir de l'usine et d'aller se former, mais en fait c'est Ah essentiel bah, aujourd'hui si on veut commencer à driver ce genre de changement ou ce genre de transformation dans son usine, quoi. mmh. Ouais, c'est ça. Et il faut jamais se considérer comme, je veux dire, d- sachant, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment un gros risque que je vois à la fois pour des managers ou pour des gens de la technique. C'est, on a toujours quelque chose à apprendre. Moi, par exemple, enfin, si vous regardez mon parcours sur LinkedIn, j'ai eu la chance de faire des brillantes universités, enfin, sans fausse modestie, Georgia Hmm. Tech aux États-Unis, les arts et métiers en France. Et pourtant, ce que je fais aujourd'hui, j'ai toujours besoin d'avancer et je vois d'autres personnes pareilles qui sont en permanence en train de se former. En fait, on vit dans un monde industriel qui va tellement vite que c'est bien de toujours être dans la curiosité. Enfin, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je dialogue pas mal sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un moyen aussi De détourné pour moi t'imprégner, ouais, exactement, ouais. d'enseigner. Ouais, de récupérer de l'information, de te tenir à jour. Il y a Rachid qui nous dit, bah, Rachid, comme à son habitude, il met les pieds dans le plat. Je crois qu'il fait ça toute la journée, ce Rachid. Rachid qui nous met les pieds dans le plat et qui nous dit il faut dire les termes conflit d'intérêts, corruption, détourné. Est-ce que tu irais jusque-là? Est-ce que tu penses que parfois dans des boîtes, il y a des choix qui sont pris avec, alors sans parler de conflit d'intérêts et de corruption, mais peut-être avec des facilités? Moi, je prends le cas souvent encore une fois, du CRM Microsoft. C'est facile, on a déjà implémenté dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, des fois, c'est plus facile d'aller prendre le CRM qui est associé au reste de l'environnement, sans parler de Mm. corruption, mais de dire que peut-être des prises de décision qui sont un peu biaisées par ce genre de relations qu'on peut avoir avec un éditeur, ça arrive? Je vais pas parler de conflit d'intérêts parce que sinon on risque de blacklister ta chaîne à cause de moi. J'ai pas envie. D'accord. Non, Mais non, je t'en prie, s'il voilà, te plaît. faut le savoir. Voilà, on est dans un environnement qui est assez opaque, déjà de base, parce que l'industrie, c'est un cercle de niche hein, qui est très Ouais, fermé, et encore plus quand il y a des budgets en jeu. Donc, faut pas y aller de manière naïve, faut vraiment prendre en compte ça comme une donnée d'entrée, et ok. puis ben, naviguer. Si ça nécessite parfois de rejeter certains profils d'entreprise, ben, on n'y va pas. Si ça Hmm. nécessite peut-être de prendre des précautions et d'y aller à plusieurs, ben, on essaie d'innover, d'être original dans la manière de répondre commercialement. Je pense que c'était simplement, pourquoi je parle de Conscious Tech Matter, c'était simplement aussi un rappel
aux gens comme moi qui sont du monde de l'ingénierie et de la technique de se dire, ben, ça sera jamais 100% objectif Ouais. et c'est OK. Enfin, on fait avec. On fait avec, il faut avoir conscience de ça et prendre des décisions en toute conscience. C'est un Mm. petit peu ce que tu voulais dire. Tu as parlé aussi dernièrement, tu vois que je te suis hein, quand même, je lis tes posts, je ne fais pas que mettre des likes. Tu as parlé Excellent. de technologie autonome. En quoi c'est différent des technologies traditionnelles? Qu'est-ce que tu veux dire par là avec ce terme Ah de oui. technologie autonome? Alors, technologie autonome, plus dans le sens de rendre le client autonome, de rendre D'accord, l'industriel ok. Donc c'est autonome. pas la C'est, techno qui est autonome, c'est plus j'achète une techno qui m'aide aussi hmm, à être pleinement responsable de ce que j'ai acheté et autonome dans l'utilisation de ma techno, quoi. exactement. Et en fait, l'autonomie, je pense que c'est quelque chose qui est super important, notamment pour les PME Hmm. industrielles. C'est de dire, ben, je veux avoir la main. Ça, c'est une demande que je reçois tout le temps quand je travaille avec des PME industrielles. C'est, on a envie d'être maître de notre système. Euh, Et donc, dans le choix technologique, il faut aussi pouvoir, en tant qu'intégrateur, leur apporter cette flexibilité-là et pas choisir des technologies où on sait d'emblée qu'ils n'auront pas ni les compétences ni le temps pour les maîtriser. Et aujourd'hui, heureusement, avec les technos modernes, on a un certain degré d'autonomie qu'on peut laisser à l'utilisateur Ok. final pour que ce soit lui qui configure peut-être certains paramètres, qu'il puisse modifier des flux d'informations entre deux machines qu'ils maîtrisent très bien. En général, ils vont être très bons au niveau métier et donc il faut pouvoir leur mettre entre les mains des technologies qui vont leur permettre simplement comment dire, de travailler dans leur domaine métier, dans leur domaine Ouais, je comprends. d'expertise. Hmm. En gros, on crée une couche d'abstraction pour qu'ils n'aient pas besoin de connaître la C'est technique pas qui est besoin d'aller sous-jacente. coder. C'est un peu le Voilà, no-code, on va dire, dans le monde du développement où je peux aller créer une application sans c'est forcément ça. avoir besoin de mettre les mains dans le code, quoi. C'est pas mal de no-code, pas mal aussi de nouvelles technos qui sont issues du monde d'Internet. Hein. Enfin, faut Hmm. avouer que beaucoup de technologies aujourd'hui sont nées après les années 2000, mais malheureusement, c'est peut-être pas celles-là qui étaient les plus tendances ou les plus répandues dans l'industrie. Donc, tout l'effort à faire, c'est Ouais. peut-être de passer d'un système legacy à un système un peu plus moderne avec tous ces avantages-là. Donc, pour rendre encore une fois hein, l'industriel autonome. Autonome. Ouais. Et ça, c'est encore plus vrai, comme tu le disais, sur des PME. Et justement, si je suis dirigeant d'une PME qui doit faire ce genre de choix, parce qu'on Mm. sait qu'aujourd'hui, c'est plus trop une question c'est plus une option en fait. Hein. Si tu veux que ta boîte, dans les années qui viennent, survive aussi un petit peu, il faut aussi, Mm. il va falloir moderniser, il va falloir faire ce changement, cette transformation, à la fois sur le front, à la fois sur la partie prod. Euh, Quel genre de critères, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour me permettre, moi qui ne suis pas forcément un sachant sur toutes ces technos, c'est quoi un peu la Mm. méthodologie? Est-ce qu'il existe une méthodologie pour choisir un petit peu les meilleurs technos pour son usine? Hmm. Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui est intervenu sur ton live qui en a très bien parlé, c'est Rija Rakoto Oui, c'est Arizoa vrai. de Ouais, chez ouais. Poquelin. C'est vrai. Donc pour ceux qui voudront voir, allez voir ce live-là, j'ai assisté, il a bien résumé ça. En fait, pour donner quelques pistes, si on veut choisir la bonne techno, donc déjà se former, mais aussi peut-être choisir une techno qui va favoriser l'approche bottom-up. Donc, on part du terrain pour établir le standard et pas l'inverse. Parce que l'un des dangers, en fait, que je vois dans pas mal de projets, c'est euh, un, un responsable industriel ou bien un directeur va prendre la techno qui a parlé le plus fort dans un salon Hmm. et Ouais. va forcer l'implémentation Qui sur lui les a sites. mis, qui lui a mis là, le plus de paillettes dans les yeux. Ouais, en tout cas, Ouais. voilà, on fait le choix de la sécurité, entre guillemets, parce que Ouais. parfois, c'est pas forcément la techno la plus répandue qui a les meilleures performances. Bref, donc l'idée, c'est de partir du terrain, vraiment mettre ça dans la main des utilisateurs, des chefs de ligne, des responsables de prod, voir ce qu'ils arrivent à en faire. Et si eux ont validé, alors on peut être sûr que ça va être pérenne. En fait, le meilleur test, c'est la C'est le production, terrain. c'est Ouais. de pouvoir partir en production avec une version assez light de la techno, la mettre en test pendant un certain temps et ensuite en déduire pour pouvoir élargir. Donc ça, c'est la première approche. Et puis une deuxième approche, c'est ce qu'on appelle dans le jargon open architecture, c'est-à-dire être sûr que les interactions ou les interfaces possibles entre mon Entre les système que solutions. Ouais. j'installe et les autres systèmes présents dans l'environnement existant sont possibles. Parce qu'évidemment, enfin, ça ne sera pas un ensemble monolithique, forcément, c'est une interaction entre plusieurs fabricants, plusieurs logiciels. Donc c'est important de veiller aussi à ces interactions-là entre systèmes.
Merci Marc. Nous sommes toujours sur Industrial Growth en live sur LinkedIn. J'en profite juste pour faire une petite pause pour accueillir Owen. Greetings depuis Pretoria. Je crois que c'est la première fois que j'ai quelqu'un de Pretoria qui regarde notre live. Donc, apparemment, tu es connu jusqu'à Pretoria, Tant mieux. le pays de Nelson Mandela. On accueille Niang Adama, on accueille Adira, on accueille Ismaël aussi. Merci à tous d'être présents. N'hésitez pas si vous avez des avis Ouais. ou des questions à poser. Euh, on est à un moment, là, on parlait de techno, de choix de techno, de l'avenir aussi. Faut qu'on parle de l'IA obligatoirement, de la donnée, de l'IA. C'est quand même le sujet, le branle-bas de combat. En tout cas, à ce moment, j'ai l'impression Mm. que j'ai. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que toi, tu vois concrètement, là, tu es avec ton gilet, tu es dans une usine, est-ce que tu vois justement des usines commencer à parler d'IA? Est-ce que ça bouge? Notamment, je pense aux PME, les grands groupes, j'ai pas trop je me pose pas de questions, j'ai pas peur pour eux, mais est-ce que tu commences à voir aujourd'hui l'effet de mode peut-être un peu passé et les choses rentrer un peu plus dans du concret, même si l'IA, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis des années. Mais là, Mhm. depuis 2 ans, 1 an ou deux, là, on commence à vraiment, vraiment en parler de manière très, 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 beaucoup plus active et beaucoup plus impactante sur nos vies, sur nos usines, sur nos Mm. métiers. C'est quoi ton Bah, point de vue sur ce sujet? Qu'est-ce que tu observes, toi, sur le terrain? ouais, on va plutôt prendre des observations parce que c'est tellement large que je suis pas Mm. expert non plus. Mais ce que j'observe, si je prends un cas récent là sur lequel je travaille avec une PME, en fait, ils gèrent une petite centrale logistique pour de la grande distribution. Et l'application que j'ai trouvée intéressante avec eux, c'était pouvoir utiliser l'IA pour capitaliser des systèmes, on va pas dire obsolètes, mais legacy, c'est-à-dire Ok. des connaissances et à la fois des process. Typiquement, c'était des automates. Alors, enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'organe de calcul qui permet de contrôler les machines. L'automate, on ne sait pas comment il fonctionne. Par contre, on a accès aux signaux. Et donc, on va D'accord. récupérer les signaux de cet automate, l'envoyer dans une intelligence artificielle qui va tourner pendant un certain temps pour déduire le fonctionnement logique de cet automate, c'est-à-dire les boucles Ok. séquentielles, qu'est-ce qu'il fait quoi, à quel moment, pendant combien de temps. Et ça, c'est super intéressant, je pense, comme cas d'usage, parce que ça permet de capitaliser les savoirs qui se sont perdus au fil de l'évolution de la modernisation. Et ça va permettre après de simplifier si on veut faire du rétrofit ou du revamping. Même si on n'a pas entre les mains le code Ouais, je source ou comprends. même si on n'a pas le développeur qui a créé la solution initiale, on est capable de déduire ça à partir de l'IA. Donc ça, On peut réapprendre capitaliser, à comprendre ce qui a été fait avant qu'on arrive, avant c'est qu'on arrive ça. dans la boîte, en gros. C'est ça que tu es en train de dire, quoi. C'est ça. Et puis un autre bel exemple aussi, toujours dans le fait de capitaliser les connaissances, c'est sur la détection qualité. Ok. Tu vois, enfin, dans le textile, que ce soit à destination de l'automobile ou pour les tapis qu'on met dans les Ouais. trains, eh bien, il y a des petits défauts qualité comme ça que peut-être avec la connaissance métier, quelqu'un qui a 30 ans de boulot, d'expérience va être capable de voir. Et ben, si on met cette personne-là en combinaison avec une IA, ça va permettre aussi de pérenniser le savoir-faire de cette personne-là, de pouvoir dégager des séquences ou bien des modes de détection de défauts. Donc ça, c'est des exemples qui existent aujourd'hui, qui sont applicables dans des PME. Après, il y a forcément des choses beaucoup plus avancées, hein, mais je pense qu'il faut commencer par le plus simple déjà. Et là, justement, sur ces deux exemples, sans nous livrer peut-être les secrets de fabrication, mais c'est quoi les prérequis pour qu'on puisse commencer à faire tourner une IA? Parce que moi, si je suis une PME du textile, comme tu dis, Hmm. j'ai peut-être pas un docteur en IA ou un ingénieur en IA ou des développeurs, tu vois, capables de faire ça. Euh, Par quoi je Ouais. commence, en fait? À qui je m'adresse? Comment je construis mon use case? Hmm. Eh ben, il y a trois mots-clés peut-être, si on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais qu'on veut démarrer, c'est connecter, collecter et historiser. Donc je me Connecter, connecte à mes collecter, machines. historiser. Ouais. Ok. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de constituer une base de données, d'accord, la plus vaste possible, parce que en machine learning, par exemple, on dit qu'on est capable de dégager des tendances à partir de 5000 points de données. Et ben, si on n'en a pas assez, on va pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, l'idée, c'est commencer le plus tôt possible à historiser tout ce qu'on peut, évidemment dans la mesure du possible, hein, des ressources disponibles, du temps qu'on a, quitte à faire appel à des partenaires comme Otem ou d'autres. Mais l'idée, c'est ça, de pouvoir euh, se rendre compte que la data qu'il y a dans les machines et qui n'est pas exploitée, ben, ça peut être un excellent potentiel, par Ouais. exemple, pour se différencier de la concurrence.
Donc ça, on peut le faire en amont et ensuite, ben, pourquoi au bout de quelques mois ou quelques années, ben, faire appel à un expert IA qui va pouvoir en faire quelque Ok. chose de ces données-là. Donc on commence par collecter et on commence par identifier ces endroits où la collecte va. C'est pas forcément en plus très compliqué, j'imagine, de collecter cette data et de la Non. stocker et de pouvoir derrière brancher quelque chose pour nous analyser tout ça. Euh, Avant qu'on finisse un peu l'épisode, il nous reste 5-10 minutes. Bon, si on dépasse, c'est pas très grave. On a encore, tu vois, je pense que c'est l'épisode peut-être le plus international que j'ai fait jusqu'à présent. On a Tant mieux. Exaucé qui nous vient de Brazzaville. Bienvenue Exaucé, merci de nous rejoindre. Et puis, qu'est-ce que dit Rachid? Oui, attention, l'IA ne sait pas gérer les singularités, les fameux singes noirs. Cher à Nassim Nicolas Taleb. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais a priori, c'est des choses un peu spécifiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais je pense que oui, il faut pas penser que l'IA va résoudre tous ces problèmes, quoi. Ok. Bon. Une question que je me pose, en dehors de ton métier d'ingénieur et de ton parcours d'ingénieur, tu as lancé une chaîne YouTube autour des sujets qui te passionnent, qui marche bien, avec des lives où on a beaucoup d'engagement. C'était quoi la genèse? Comment ça t'est venu de créer ça? Tu peux nous en parler un peu de cette fameuse chaîne YouTube? Oui, bah, alors c'est quelque chose, j'ai commencé en 2021, donc ça faisait 1 an que j'avais créé mon entreprise, la Otem. Et à un moment donné, alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Il y a peut-être trois raisons. Déjà, c'est parce que ça me fait plaisir. Enfin, Ouais, tu c'est t'éclates. important, voilà, Ouais, de faire les choses par passion. Il y en a d'autres qui jouent à la PlayStation pour se détendre. Ben moi, je fais du contenu du sur le contenu sur domaine YouTube. industriel. Et donc ça, c'est la première raison. Ensuite, ben, l'idée, c'était de capitaliser sur deux choses. Donc sur la communauté, parce qu'on commençait à être pas mal de personnes. Et moi, je me définis comme ce qu'on appelle des team players, tu vois, acteurs de communauté, parce que j'aime bien peu importe le domaine, hein, perso ou professionnel, fonctionner en réseau. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous allez reconnaître ça. Parce que je me dis, ben, on est forcément plus intelligent, plus fort à plusieurs. Donc, je voulais capitaliser sur cette communauté-là. Et puis aussi, ben, documenter mon parcours. Parce que c'est quelque chose qu'on voit arriver maintenant. C'est-à-dire, plutôt que de. Aujourd'hui, c'est difficile d'apprendre certaines notions parce qu'elles sont nouvelles. On n'apprend pas ça à l'école. On peut l'apprendre que à travers du partage entre experts. Et donc, je me suis dit, bah, plutôt que de documenter dans mon coin, je vais le documenter et le mettre à disposition publique. Et en Hmm. fait, ça crée une interaction qui est super intéressante. Donc, voilà. Ça crée une forme d'intelligence collective. Tu invites aussi des intervenants. Tu fais des fois des lives avec, je sais pas comment tu arrives à gérer ça, mais avec des intervenants qui font la queue pour pouvoir parler dans le live. Hein, parce que Ouais, non, je me souviens, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et je trouve que cette notion de communauté, surtout sur des métiers techniques, il n'y en a pas tant que ça finalement. Et parfois, je vais peut-être dire en vexer certains, mais parfois les ingés n'ont pas cette culture aussi du marketing, de communiquer, de mettre en avant un petit peu tous ces savoirs-là. Alors, tu es la preuve contraire que je dis des conneries, mais, je trouve que c'est un très bel exemple de choses qu'on peut faire, notamment en termes de partage de connaissances. Et moi, si j'étais une boîte indus, et si j'avais un salarié comme toi, ou si j'avais une boîte comme la tienne, en tant qu'honneur, je pense que c'est le meilleur moyen aussi de faire du marketing, soit partager sa connaissance, tendre le micro aux autres, et puis construire une communauté qui fait que bah, vous n'avez jamais besoin d'aller demander du boulot, quoi. Vous récupérez le boulot parce que j'imagine que ça te génère aussi une certaine oui. visibilité et que ça positionne aussi ton expertise quand tu dis je travaille en réseau et que tu vas dans une usine et que vous n'êtes pas nombreux dans ta boîte et que tu dis je vais faire venir du réseau, bah, ce réseau il est palpable, on peut le voir sur ta chaîne YouTube je pense que pour un client c'est très rassurant, quoi. Ouais, c'est ça, ça a un intérêt business. Après, c'est à double tranchant, hein. C'est-à-dire, il y a des Ouais. personnes, en voyant qu'on prend la parole, je pense que tu as peut-être la même problématique, c'est, ils vont se dire, oui, mais à quel moment vous travaillez réellement? Ouais, bah ça c'est un vieux truc, Sous-entendu, ouais, ouais, ça je l'ai entendu, ouais, mais le mec qui est toujours sur LinkedIn, ouais, voilà. mais parce qu'ils savent pas Sachant qu'on est que, capable de gérer notre temps aussi. ouais, sachant que, ben, ouais, c'est ça. Il y a des manières aujourd'hui de s'organiser. Par exemple, moi, mes contenus, mes réseaux sociaux, à un moment donné, bon, au début, je l'ai fait moi-même, mais maintenant, il y a quelqu'un qui le fait à ma place. Et mes posts LinkedIn, je sais pas si tout le monde sait, mais je les écris 2 mois en Ouais, avance. t'en Et as parlé, ouais, t'en as parlé voilà, avant. quelqu'un va le récupérer et le mettre en forme, le publier. Donc finalement, j'ai pas grand-chose à faire. En fait,
pour les ingénieurs qui nous écoutent, je pense que si c'est un domaine qui vous passionne, le contenu, vous l'avez déjà. Simplement, démarrer, appuyer sur le bouton Start ou sur le bouton Publier, faire un premier essai, ça n'engage à rien. Et après, vous verrez que finalement, ça intéressait beaucoup plus de monde que vous. Et l'une des joies aussi de le faire, moi, quand je fais ça, c'est aussi de pouvoir toucher en fait un écosystème international. Exactement. Je sais pas si c'est la preuve avec les gens qui sont en venus ce sur moment, le live aujourd'hui. Ouais, en ce moment, tu vois, le fait d'être en Suisse et de pouvoir parler finalement à une communauté large en Europe ou même dans le monde, ça permet aussi de voir qu'il y a d'autres manières de faire. Alors, moi, personnellement, dans mon parcours, j'ai eu la chance de vivre dans pas mal de pays. Tu vois, si je compte, ça doit faire une dizaine répartis en Europe, en Afrique, en Amérique. Et je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, ça apporte une grande richesse. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir bénéficier de cette richesse-là. Donc ça, c'est l'une des grosses forces d'Internet aujourd'hui, c'est que ça peut vous mettre en lien avec de belles personnes dans un autre pays, mais qui a les mêmes problématiques que vous, quoi. Et moi, je vais m'adresser à ceux qui sont en charge de monter des stratégies marketing pour des boîtes industrielles. L'avenir, en tout cas l'évolution du marketing en 2024, 2025 et dans les années qui viennent, c'est la création de contenu, c'est les créateurs de contenu. Et je pense que tu en es un exemple parfait, c'est que on peut aujourd'hui, la création et la diffusion de ces contenus est encore plus accessible. Je pense que toutes les boîtes ont des experts passionnés en interne. Et on a aujourd'hui les moyens de leur laisser prendre la parole et je pense qu'il faut que les entreprises industrielles comprennent ça. La richesse que vous avez, ce qui vous différenciera en termes de marketing, c'est pas de raconter que vous avez les plus belles machines ou le plus beau parc machine, c'est d'aller mettre en avant l'expertise de gens comme toi, Marc, dans les usines qui sont passionnés, qui ont des choses à partager et qui sont capables de créer ce contenu finalement, même peut-être pour se faire plaisir, hein, comme tu le fais toi aujourd'hui, quoi. Un petit mot de conclusion, Marc, avant de se quitter, c'est quoi qui est important pour toi? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de notre échange? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais... Qu'est-ce qu'on pourra retenir? Je pense, en un mot, ça serait peut-être transformation. Ouais. Parce qu'on parle de transformation industrielle, on parle beaucoup d'évolution des technologies. Enfin, on est passé de la machine à vapeur, de l'électricité, Internet. Maintenant, il y a l'IA. On se focalise beaucoup sur la technologie, mais au final, on se rend compte que le choix technologique, il peut être très subjectif. Mais par contre, ce qui va être par contre très concret, c'est la transformation qui va en découler ou pas. Donc, je pense que c'est bien de se focaliser sur ça, que ce soit en tant qu'acteur ingénierie ou bien en tant qu'industriel, c'est de se dire finalement en quoi cette technologie-là que je choisis me permet de transformer mon activité, d'apporter plus de valeur ajoutée. Et je pense que tu en parles très bien dans ton livre, hein, que j'ai lu, Zéro friction, je recommande d'ailleurs à tout le monde. Merci pour le petit coup de pub. Voilà, faut se focaliser sur la valeur ajoutée, sur le client final, être orienté data aussi, parce que les données, ça aide là-dedans. Et voilà. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Marc. Alors, je vais partager les liens vers ta chaîne YouTube, vers Otem. C'est otem.com, otem.fr. Eh ben, je vais mettre le lien, c'est otem-service.fr. Otem-service.fr, mets-le dans les commentaires LinkedIn et puis on partagera. Yes. Alors cet épisode, vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et compagnie, sur YouTube, sur LinkedIn. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. On reçoit la semaine prochaine Alexandre Barou de Bonks. On va parler d'ERP, un autre éléphant dans la pièce. Et on va essayer de discuter de comment on peut faire la révolution de son entreprise industrielle grâce à son ERP. Merci beaucoup, Marc, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt, chers amis, à la prochaine. À bientôt tout le monde.